Et avec Jérôme Laverny dans Les Vraies Voix de l'Emploi, on explore chaque semaine des entreprises, forcément des valeurs d'entreprise, comment les entreprises se déploient, comment elles se recentrent sur leurs employés, sur les envies, sur le déploiement peut-être à l'international. On parlait de mobilité, là on est dedans. Tout à fait, bonsoir. Tout d'abord Cécile, bonsoir Philippe. Ah oui, bonsoir Jérôme Laverny. Je vais la faire. Bonsoir Jérôme Laverny. Enchanté. Oui, les prédictions funestes et cataclysmiques de Rémi André ont déterminé la nature de cette émission, parce qu'il faut bien contrecarrer ces mêmes prédictions absolument outrageantes, surtout quand on accuse les gens de ne pas avoir de jardin, et précisément pour aller voir l'herbe, si elle est plus verte ailleurs qu'ici, eh bien parfois il est précieux de pouvoir envisager des mobilités qui peuvent être nationales, internationales, provisoires ou définitives, et qui peuvent colporter tout un tas d'avantages, celui de conforter un niveau de langue, et c'est largement précieux, de se frotter à un environnement un petit peu différent, de voir peut-être, et on le verra avec les compagnons du devoir, des pratiques différentes dans l'exercice d'un métier, bref, de s'enrichir. C'est un grand voyage que nous entreprenons aujourd'hui au pays de l'herbe beaucoup plus verte. Et oui, partir pour rebondir en tout cas, que ce soit par décision personnelle ou en réponse aux évolutions du marché de l'emploi, un nombre croissant d'entreprises encourage et facilite la mobilité professionnelle, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Des dispositifs existent enfin. Ça s'appelle le volontariat international en entreprise, qui permet à des jeunes de se forger une première expérience à l'étranger, comme Alice qui sera avec nous dans quelques instants, qui est actuellement au sein du groupe Colas en Suisse. VIE au sein du groupe Colas Rail, avec plus de 4000 chantiers annuels et près de 6000 collaborateurs répartis dans 23 pays. Le groupe Colas, leader des infrastructures ferroviaires, offre de précieuses opportunités de mobilités internationales et d'enrichissement linguistique, comme en témoigne l'expérience d'Alice, rémunérée lors de son séjour à l'étranger. Nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Ridan, DRH France de Colas Rail, pour en discuter. Et puis les compagnons du devoir, vous savez qu'on les aime beaucoup. Tour de France et d'ailleurs, ces compagnons du devoir sont historiquement connus pour arpenter les routes afin de réaliser les fameux Tours de France. Depuis quelques années, ce Tour de France s'est étendu à l'étranger, notamment en Europe. Et comme nous allons le voir avec Patrick Chemin, qui est avec nous, secrétaire général des compagnons du devoir. Changez l'univers avec Paris, je te quitte. Depuis 2017, mais je ne vous quitte pas, Cécile. Depuis 2017, Paris, je te quitte aide les citadins à quitter l'Île-de-France pour des régions plus vertes. Cette initiative s'étend maintenant aux habitants d'autres grandes zones urbaines. Kelly Simon, cofondatrice de Paris, je te quitte, sera en notre compagnie. Et bienvenue dans Les Vraies Voix de l'Emploi. Les Vraies Voix Sud Radio. Et on revenait sur cette VIA, forcément avec vous, Jérôme Laverny, ce volontariat international VIE en entreprise, et avec Alice qui est avec nous. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme Laverny. Oui, en fait, il existe aussi le VIA. Vous avez eu l'intuition de l'existence de son parrain, alors qui concerne un dispositif un tout petit peu différent, mais qui ressemble néanmoins, qui sous la forme d'un service civique va permettre à un jeune, c'est trop peu connu, comme l'est le VIE, va permettre à un jeune, donc sous la forme d'un service civique, d'exercer son activité dans un service public et administratif à l'étranger, une ambassade, un consulat, par exemple. Donc c'est vraiment une très très belle expérience, à l'instar de celle que nous accueillons ce soir avec le volontariat international en entreprise, qui permet là pour le coup, dans la foulée généralement de l'obtention d'un diplôme, eh bien de pouvoir de le parfaire par l'exercice pratique au sein d'une entreprise, qui peut constituer le marchepied le permettant d'y mettre le pied à plus long cours, à plus long terme, conforter un niveau de langue, je le disais tout à l'heure, et voire même, pourquoi pas se frotter à une réalité très différente, et ça, ô combien c'est très précieux. C'est ce qu'on appelle véritablement de l'immersion. Alice Achour est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette volonté d'aller à l'international, c'est votre premier métier, je crois. Non, alors j'avais déjà une petite expérience avant de partir, parce qu'à la fin de mes études, j'ai souhaité du coup déjà partir en VIE. Malheureusement, c'était en plein coronavirus, donc j'ai dû tout mettre de côté. Mais j'ai tenté ma chance il y a quelques mois au sein de Colas Rail, et j'ai réussi à acquérir un VIE en RH. Alice Achour, on dit souvent, Jérôme Laverny le dit, ça permet d'améliorer ses compétences en langue. Vous êtes en Suisse, vous êtes en Suisse francophone, alémanique, italienne, parce que à Genève ou Lausanne, en français, on se débrouille très bien. Effectivement, alors moi j'ai la chance d'être en Suisse alémanique. Donc j'avais un petit peu étudié l'allemand il y a quelques années, donc ça me permet de m'y remettre dedans, et puis de parler forcément tous les jours en anglais avec certains de mes collègues, et aussi en français avec des collègues situés en Suisse
romande. Et quel accueil finalement quand on part à l'étranger, est-ce que l'accueil sur place est facile? Est-ce qu'il y a des facilitateurs? Oui, alors c'est vraiment facilité autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'organisme qui est donc Business France qui nous accueille avec les VIE. On a des correspondants avant de partir et aussi sur place. Donc là, pour ma part, une référente ensuite. Et aussi dans l'entreprise, forcément, on a des systèmes qui nous permettent d'avoir un référent dans l'entreprise en France, donc un contact tout au long de notre mission, mais aussi sur place où on a notre manager ou d'autres membres de l'équipe, pour ma part RH, qui m'ont très bien accueilli et qui ont bien compris le sens de ma mission pour les aider là-bas. Jérôme Laverny. Oui, Jérôme Laverny. Alors, un petit conseil technico-technique à l'adresse de nos jeunes auditeurs et de leurs parents. Pour rechercher des annonces d'offres de VIE, il y a certes un site gouvernemental, mais il faut immanquablement aller sur le site recrutement des entreprises qui comporte de très très nombreuses opportunités. Bien entendu, il s'agit de groupes internationaux. Il faut aller fouiller en fait. Et elles ne sont malheureusement pas regroupées sur un seul endroit. Alice Achour, vous êtes une régionale de l'étape parce que si vous êtes à Bâle, vous êtes en Suisse alémanique, mais si vous êtes originaire de Mulhouse, vous pouvez rentrer tous les soirs littéralement. Par contre, si vous êtes de Brest, c'est plus compliqué. Comment avez-vous... Surtout à pied, c'est long. Surtout à pied, c'est très long, comme dit Cécile. Comment vous êtes-vous retrouvée en Suisse et vous êtes une frontalière ou pas? Alors non, en fait, lors d'un VIE, on est normalement dans l'obligation d'habiter dans le pays d'accueil. Pour ma part, je viens de Metz, mais là je suis à côté de Zurich, donc je ne peux pas malheureusement rentrer. Ah oui, là, Zurich c'est loin, oui. Donc on est obligé de s'installer forcément sur place. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné vous reviendrez en France, ou pour vous le parcours international finalement c'est votre vie? Alors, le VIE, ça permet d'avoir plusieurs opportunités à la fin, donc de s'implanter soit dans le marché en local, pour ma part, soit de rester en Suisse, mais ça permet aussi, selon les groupes, d'avoir d'autres opportunités internationales comme Colas Rail. Voilà, on est implanté dans plusieurs pays, donc on a la possibilité de partir dans d'autres pays ou alors de retourner en France, effectivement, si le pays ne vous plaît pas. Donc, et donc ça dépend du DRH de Colas Rail. Ça tombe bien, il est avec nous. Alice Achour, j'ajouterais bien volontiers que le volontariat va dans les deux sens. Il est symétrique parce que après tout, c'est tout le mérite des entreprises d'offrir ces opportunités là où elles pourraient très bien se cantonner à n'offrir que des possibilités de stage. Et on a vu dans certaines autres émissions combien précisément il est difficile de trouver des stages à l'étranger. Donc ce dispositif vraiment est très intéressant pour tout le monde. Alice Achour, une dernière question rapide. En Suisse, la vie est très chère, on peut dire même extrêmement chère par rapport à la France. Est-ce qu'avec les revenus d'un VIE, on arrive à s'en sortir ? Alors, ce qui est bien fait avec les VIE, c'est que les indemnités que l'on touche sont basées forcément sur une indemnité de base, mais aussi une indemnité géographique qui s'adapte en fonction du coût du pays, le coût local de la vie dans notre pays ou dans la ville. Donc, ça nous permet de vivre quand même confortablement. Et il y a aussi, dans le cadre du VIE, un accompagnement possible par l'entreprise qui peut prendre en charge partiellement ou totalement le logement, donc ce qui peut soulager vraiment financièrement le VIE lors de son départ. En tout cas, merci. C'était très bien de voyager en Suisse, Cécile de Ménibus. Merci Alice Achour, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de décalage horaire. Il est aussi 19h16 chez vous. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on va dire en direction Colas Rail avec son DRH Antoine Ridon est avec nous. On va se poser la question du côté de l'entreprise. Comment finalement on déploie ses employés? Comment on peut rentrer dans cette entreprise? Quelles sont les opportunités? On en parle dans un instant. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et on partage avec Jérôme Laverny ce plaisir, en tout cas, et cette passion pour l'emploi. Non mais c'est vrai, Jérôme Laverny, et on est toujours très content de présenter des entreprises et des initiatives qui sont souvent assez mal connues. Et on va parler de cette expérience à l'étranger, Jérôme Laverny, d'entreprises qui finalement sont des grands groupes internationaux qui permettent à des employés ou à des jeunes de pouvoir commencer une expérience à l'étranger. Oui, tout à fait. Je le disais avant la pause, il est parfois périlleux, difficile, très laborieux pour des étudiants notamment d'obtenir un stage à l'étranger pour des raisons
déjà matériel en fait, parce que n'ayant pas de rémunération, de gratification ou en discordance totale avec la réalité du pays d'accueil, c'est toujours très très compliqué. C'est la raison pour laquelle ce VIE est vraiment très vertueux, parce qu'encore une fois, il permet de cumuler plein d'avantages, conforter la maîtrise de langue, je le répète, acquérir une première expérience, mettre un pied dans une entreprise, dans un parcours au long cours. Bref, vraiment, il n'y a que des avantages de part et d'autre, et à la fois pour le jeune, mais aussi pour les entreprises. Et nous sommes en compagnie d'Antoine Ridan, DRH France de Colas Rail. Bonsoir. Bonsoir. Alors, rappelez-nous les activités de Colas Rail. Ouais, je veux dire deux mots de Colas Rail avant peut-être de parler des VIE. Bien sûr. Voilà. Oui. Comme vous l'avez indiqué, on est aujourd'hui leader sur les infrastructures ferroviaires. On travaille à la fois sur la conception, la construction et la maintenance d'infrastructures ferroviaires avec 12 métiers différents. Les métiers de voies, que ce soit les voies nouvelles, la maintenance de voies, la caténaire, les courants forts, la signalisation. On fait également de la gestion d'infrastructures. On a également tout un département sécurité ferroviaire, parce que c'est un enjeu important dans le ferroviaire, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Surtout sur les LGV. Voilà. On a un sujet aussi, tout ce qui est maintenance matérielle. On a un centre de formation. Enfin voilà, donc on a 12 métiers différents dans l'entreprise, donc assez technique à chaque fois. Et en fait, si je prends un schéma pour vous expliquer notre métier, on est souvent sous-traitant en France de la SNCF et de la RATP. Qui a des chantiers de maintenance de voies, et donc on intervient, on envoie des équipes qui peuvent se déplacer, soit pour des voies nouvelles, mais c'est beaucoup de la maintenance de voies ferrées, caténaires, sur l'ensemble de nos métiers. Voilà. Alors, combien aujourd'hui vous êtes combien dans ce groupe ? On est 6000 collaborateurs. Oui. Aujourd'hui, on a à peu près 2500 en France, 1500 en UK et 2500 à l'export. Voilà. Donc on est présent dans 23 pays. Oui. Donc aujourd'hui, on est présent en Philippines, au Maghreb, en Égypte, Canada, Panama, Suisse. En Europe aussi, voilà, en Suisse, Allemagne, République tchèque, voilà, donc 23 pays où on est présent, donc et avec aujourd'hui un développement assez important à l'export. Et aujourd'hui, combien de Français sont internationalisés, si je puis dire ? Est-ce qu'on sait à peu près la proportion ? Dans les pays, les expatriés. Oui. On a une centaine, 100, 200 expatriés, je pense à peu près aujourd'hui dans le monde. Alors moi, je suis plutôt sur la DRH France, mais c'est à peu près ça. Mais c'est vrai qu'on a une mobilité qui se fait un peu mondialement, c'est-à-dire qu'on recrute aussi des gens localement dans les pays qui peuvent aussi venir en France quand ils ont acquis une certaine expérience. Donc on essaie d'organiser justement des mouvements entre la France et les pays dans lesquels on intervient. Est-ce que c'est un métier qui a évolué depuis, forcément, on le dit souvent, depuis le Covid? Est-ce que la façon de gérer les employés, est-ce que eux ont envie de changer? Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Comment ça se passe? Ou c'est plutôt assez stable chez vous? C'est plutôt, forcément, on est vigilant sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Ça fait partie, on a un accord d'entreprise assez important là-dessus. On a mis en place du télétravail. Donc forcément, on s'adapte aujourd'hui à toutes les nouvelles façons de travailler. Maintenant, sur les métiers du ferroviaire, quand même, on est obligé d'être présent sur les chantiers tout le temps. Donc c'est vrai que les gens qui travaillent sur les chantiers... pas de télétravail, voilà. Oui. Ou alors il faut habiter sur le chantier. Voilà. Donc aujourd'hui, ça reste quand même assez traditionnel, dans un mode de fonctionnement assez traditionnel, surtout que c'est des métiers où il y a une réglementation très forte. Et donc, ça évolue assez peu au niveau réglementaire. Voilà. Antoine Ridan, quels sont les profils que vous recherchez pour les VIE? Parce que c'est quand même des métiers techniques, Colas Rail. C'est surtout des métiers... ingénieurs. Oui. Après, il y a des fonctions support. C'est vrai que les métiers du ferroviaire, globalement, c'est pas des métiers qu'on apprend beaucoup à l'école. Donc ça s'apprend beaucoup sur le terrain. C'est beaucoup de montée en compétences, d'accompagnement, de formation. Donc aujourd'hui, on accueille tout type de profils, notamment en VIE. On accueille des gens qui vont travailler sur plutôt des conducteurs de travaux, des profils ingénieurs en général. Oui. C'est plutôt des profils ingénieurs. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a aussi des RH, on a aussi des gens en finance qui partent faire des missions. Alors généralement, c'est... Moi, pour l'avoir connu, on va généralement jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire que le VIE, ça peut être de 6 mois minimum jusqu'à 24 mois. En général, c'est plutôt 12 mois et on renouvelle 12 mois complémentaires. Alors, puisqu'on parle de durée, quelle est la proportion des jeunes qui intègrent vos rangs dans le cadre d'un VIE et qui le font plus durablement à l'issue de celui-ci? Aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de VIE par an. De manière assez classique, voilà. Et généralement, c'est ce qu'on dit, les VIE, 92% des VIE en général sont embauchés derrière, ou en tout cas poursuivent dans l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un élément important avec la croissance qu'on a à l'export, puisqu'on a une entreprise qui est en train de croître beaucoup à l'export. Évidemment, le VIE est un biais pour recruter hyper important. Et vous, en tant que DRH, quelle valeur ajoutée vous percevez précisément dans les compétences acquises au gré de cette expérience? Ce qui est souvent riche, pour l'avoir connu, ayant moi-même été DRH expatrié, c'est que c'est vrai que les VIE qui nous rejoignent, en général, c'est une vraie qualité d'adaptation. Il faut s'adapter vite à un pays, à un métier.
Et donc les gens qui réussissent en VIE, en général, ils peuvent bouger partout. Après, ça leur a ouvert l'esprit, la curiosité, et c'est des gens qui sont après qui ont une mobilité très forte. Donc et puis qui ont une compétence aussi qui est riche, parce qu'il faut quand on est à l'export, souvent il faut quand même vraiment apprendre vite le métier, comprendre vite. Ouais, s'adapter, capacité d'adaptation. Ouais, c'est vraiment ça que ça renforce. C'est vraiment. Antoine Ridan, on parle de formation. Vous dites que finalement vous les formez en interne aussi. Oui, bah forcément, puisqu'on a des métiers. Alors je pense plus au métier de terrain, au métier de compagnon, il n'y a pas d'école de formation. Donc c'est souvent les anciens qui transmettent aux jeunes, qui les font monter en compétences. Et donc on est vigilant là-dessus. Alors il y a tout un aspect réglementaire obligatoire dans nos métiers, mais il y a tout un aspect apprentissage du métier, que ce soit compagnon, les techniciens, et puis l'encadrement qui s'apprend sur le terrain. Et comment se passent les process de recrutement pour les VIE ? Bon, généralement, nous on passe une annonce et puis après on a un certain nombre de personnes. Finalement, de manière assez classique. C'est finalement comme un process de recrutement assez classique. Les gens postulent à une offre VIE, on reçoit un certain nombre de candidats et puis après, on les fait rencontrer avec les opérationnels et puis voilà. C'est assez classique. Est-ce que vous acceptez le principe qu'un jeune vous propose la mise en place d'un VIE dans le cadre d'un recrutement ou plus d'un stage ? Je rappelle que c'est le volontariat international en entreprise. Est-ce que ce serait acceptable, envisageable, admissible de votre part ? Oui, je pense que c'est complètement ouvert. Qu'un jeune fasse cette suggestion. C'est complètement ouvert parce que c'est ce qu'on disait, c'est 18 à 28 ans le VIE. Donc on a parfois des gens, comme Alice qu'on a eu tout à l'heure, qui ont eu des premières expériences avant et puis qui se disent j'ai envie de basculer sur un VIE. Donc ça pourrait tout à fait arriver dans l'entreprise aussi. Quelqu'un nous dise je souhaite basculer en VIE demain, ça peut faire partie des opportunités, surtout qu'on a un développement à l'international qui est assez important et qui risque de croître dans les années à venir. Donc ça peut être aussi des possibilités. Merci. Alors à bon entendeur, salut pour nos jeunes auditeurs. Et il ne faut pas négliger la possibilité de faire cette suggestion-là, par exemple plutôt qu'un stage, plus hasardeux à trouver, parce que certaines entreprises, et la preuve en est, sont susceptibles de l'entendre avec bienveillance. Merci beaucoup Antoine Ridan, vous restez avec nous à DRH France. L'émission sur le bon rail. Ça y est, c'est bon. On va donner votre numéro de téléphone à l'antenne si vous permettez. Allez, dans un instant, les compagnons du devoir qu'on aime beaucoup, avec beaucoup d'opportunités un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. On va en parler avec Patrick Chemin, secrétaire général de ces compagnons du devoir. À tout de suite. Et avec Jérôme Laverny, tous les mardis, avec Philippe David, on vous dit tout de l'emploi, on vous présente des entreprises et on vous présente des voies qui pourraient ouvrir forcément de nouveaux horizons à certains d'entre vous. Et on va parler des compagnons du devoir, sans aucun doute le plus prestigieux des centres de formation d'apprentis en France et le plus ancien aussi. Et pour en parler, Patrick Chemin est avec nous, secrétaire général des compagnons du devoir. Merci d'être avec nous. En tout cas, on est ravis de vous recevoir à chaque fois parce qu'on découvre en plus avec vous des métiers et des expertises. Jérôme Laverny. Oui, on peut s'autoriser. Mais vous n'avez pas de micro. On peut s'autoriser. On peut pas. Vous n'avez toujours pas de micro. Prenez l'autre, parce que je pense qu'on vous a censuré, Jérôme Laverny. Voilà. On peut s'autoriser Non, prenez l'autre. Faites-moi plaisir. Merci. Voilà, c'est ça. Visiblement, il y a un petit problème. On peut s'autoriser donc cet éloge que l'humilité de Patrick Chemin s'interdira. Oui, franchement, c'est une école d'excellence. C'est un véritable patrimoine de formation que celui des compagnons du devoir. On en a déjà parlé dans la mise en place, les capacités de mobilisation, l'organisation pédagogique des formations, le lien avec les entreprises, mais c'est de toute autre chose aujourd'hui. La gestion de l'humain aussi, très important. Dont on n'avait pas suffisamment parlé au premier passage de Patrick Chemin l'année dernière. La dimension à la fois nationale dans ce parcours très connu du Tour de France et qui s'est étendu comme le Tour de France de cyclisme à des frontières un petit peu plus lointaines. Absolument. Alors Patrick Chemin, c'est ce qui est important pour nous, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, à mon avis c'est très peu, de rappeler ce que sont les compagnons du devoir. Eh bien, les compagnons du devoir, d'abord c'est une association ouvrière de loi 1901, reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui est relativement importante puisque c'est une association qui regroupe quand même 1500 salariés au sein de sa structure, qui forme à peu près 12 000 jeunes en apprentissage dans plus d'une trentaine de métiers, avec principalement au niveau de notre activité bâtiment, on est plutôt connu d'ailleurs sous cette forme-là, qui est une majorité de nos activités, puisque c'est à peu près 65-70% de notre activité, mais pas que, puisque nous sommes aussi présents sur des métiers de l'industrie. Maintenance industrielle par exemple,
Des métiers du goût, avec pâtissier, boulanger. Une véritable expertise. Oui, alors il y a une expertise. Le but, c'est, je pense que l'œuvre sociale de notre association, c'est déjà de former des jeunes dans des métiers qui en ont besoin. Voilà, avec une forte employabilité, avec des techniques recherchées. Aujourd'hui, il y a des besoins de compétences dans ces métiers. Il y a des métiers qui sont en totale pénurie depuis très longtemps, des métiers en tension, comme les métiers de couvreur, de maçon. Enfin, je ne citerai que cela, mais on a vraiment besoin de continuer à développer dans ces métiers-là. Et puis, comme vous parlez d'expertise, effectivement, et on va parler de la mobilité, du coup, qui amène à cette expertise. Du coup, c'est ce qu'on dit toujours, c'est finalement pour devenir un bon couvreur, il faut du temps. Il faut du temps pour être capable d'analyser un certain nombre de conceptions de chantier, d'être capable d'encadrer des équipes, de prendre des décisions, de faire de la conception, de la réalisation précise. Et finalement, 2 ans ne suffisent pas. Il faut quelques années pour devenir un ouvrier aguerri, j'allais dire. Je rajouterais bien volontiers 3 choses. Les compagnons de devoir aussi transmettent des valeurs. Au jour où on se plaint dans notre époque d'en perdre un peu, eh bien là pour le coup, en marge des formations professionnelles, il y a un certain nombre de valeurs. Les compagnons de devoir, c'est pas très éloigné au thème que l'on va aborder, ont cette faculté également d'héberger des apprentis. Ça c'est très très précieux parce que cela peut permettre à un apprenti de faire son alternance au fin fond d'une zone rurale y compris, et ça c'est très précieux de pouvoir conserver cette capacité-là. Et les compagnons du devoir centrent véritablement tout l'apprentissage sur l'aspect éminemment technique, avec une forte concentration de périodes en entreprise, et ça c'est éminemment précieux. Patrick Chemin. Oui, pardon. Non, allez-y, pour répondre à Jérôme. Je rejoins tout à fait ce propos. Sur la partie hébergement, ça fait partie du modèle, hein, ça on l'assume complètement. Aujourd'hui, c'est pas simple à porter, parce que finalement, quand on forme plus de 10 000 jeunes, c'est la gestion d'à peu près 7 000 lits dans plus de 200 points de passage, donc il faut assumer ça. Mais de toute façon, c'est répondre aussi à l'écueil, finalement, du développement de l'apprentissage dans certains métiers, c'est faire en sorte que les jeunes, finalement, puissent se loger à proximité de leur emploi. C'est aussi la valeur de tout ça, c'est de faire en sorte qu'ils soient logés à proximité de leur emploi, et surtout qu'ils vivent ensemble. Parce que quand on parle de savoir-être, le vivre ensemble, c'est respecter les autres, accepter les différences, voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on se forme et qu'on grandit. Et on parle souvent... Allez-y. Non, j'allais dire, avant de parler de l'étranger aussi, le fait finalement de parcourir ce Tour de France et de faire ce Tour de France, de mieux connaître son pays et le terrain surtout. Oui, absolument. De toute façon, alors la mobilité au sens global, pour nous d'abord, qui est obligatoire, faut le savoir. Nous, on se pose pas de questions là-dessus. La mobilité fait partie du modèle. La mobilité en France, elle est simple. Elle est de voyager de ville en ville, de région en région, de changer d'entreprise. Ça permet, comme le disait monsieur tout à l'heure, l'adaptation à un métier, à un environnement, de continuer à se former professionnellement. C'est aussi finalement d'apprendre une culture différente. Alors quand on sort de nos frontières, bien évidemment, voilà, mais quand on est à l'étranger, ça permet aussi d'apprendre des langues différentes. Et l'objectif, c'est de s'immerger complètement dans cette culture, dans ce pays. Voilà. Et vous avez donc lancé les compagnons du devoir à l'étranger. Il y a le Tour de France. Vous êtes plutôt dans quel pays? Et est-ce que ça existait déjà ailleurs, ou est-ce que vous êtes vraiment une exception française? Alors sur le modèle, on est une exception française. Ça, c'est sur la manière de faire. Exception. Oui, j'ose le dire. Merci, Philippe. Il faut l'assumer, ça. Et finalement, on s'est toujours affranchi des barrières administratives, parce que finalement, de voyager à l'étranger, d'aller se former à l'étranger, en ayant un emploi, c'est pas simple. Voilà, on parle beaucoup aujourd'hui d'Erasmus, etc. Donc nous, on pratique l'Erasmus, mais on le pratique de manière simple quand on est apprenti, c'est-à-dire quand on peut faire de l'Erasmus court. Partir 15 jours au Portugal, 3 semaines en Espagne, c'est assez simple. Ça, c'est des choses qu'on pratique assez fortement. On a plus de 400 jeunes qui sont partis cette année. Et puis, on en mobilise plus de 1000 dans l'année qui s'ouvre. Là. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment de commencer à les faire s'engager sur la compréhension de la mobilité. À quoi ça sert? Je suis jeune, je peux m'ouvrir à la mobilité. Qu'est-ce que ça me permet de faire dans mon métier, etc., etc. Voilà, c'est d'ouvrir les esprits à la mobilité. Après, il y a les Erasmus Pro qui permettent de partir sur des périodes plus longues, de 3 mois à 12 mois, où là, quand on est apprenti, mais qui oblige un système de réciprocité, parce que quand l'apprenti quitte l'entreprise 6 mois, par exemple, l'entreprise ne produit pas avec le jeune qui est parti, et il faut donc trouver un système de réciprocité. Donc il faut en récupérer un. Et il faut donc récupérer un jeune à l'étranger, et en général dans le pays dans lequel se déplace le jeune français. Voilà. Et puis nous, on s'est affranchi de toutes ces barrières administratives depuis longtemps, en créant de la mobilité à l'étranger. Et pour répondre à la question de Philippe, avant la période Covid, on avait des jeunes dans à peu près 70 pays dans le monde. Qu'on retrouve dans les pays d'Amérique du Nord, en Thaïlande, au Cambodge. Enfin voilà, on a plein de points de passage où les jeunes peuvent se déplacer. On a un réseau aussi de compagnons installés dans ces pays-là qui permet des fois de trouver finalement un emploi. Et pour s'affranchir de ces barrières administratives souvent compliquées, nous on donne la possibilité à des jeunes d'avoir justement l'accueil dans le côté administratif, le côté assurantiel, c'est-à-dire on les laisse pas partir n'importe comment, n'importe où. On a une responsabilité vis-à-vis de ça. Par contre, le but c'est de trouver un emploi. Donc quand ils partent, ils ont un emploi. Et sur les
les 30 métiers à peu près que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des métiers qui s'exportent mieux que d'autres ? Alors très sincèrement oui, je pense, parce qu'il y a des métiers qui pratiquent, qui sont pratiqués différemment dans certains pays. Si je prends le cas du métier de couvreur, par exemple, le métier de couvreur est différent dans certains pays. Il y a des pratiques techniques qui ne se pratiquent pas dans certains pays. On ne fait pas de l'ardoise partout, on ne fait pas de tuiles canal dans tous les pays du monde. On ne couvre pas un temple bouddhiste en Thaïlande comme Notre-Dame, par exemple. Absolument. L'architecture n'est pas la même. Absolument. Donc il faut aussi s'adapter. Je vous donne un exemple. On a une jeune fille qui il y a quelques mois est partie en Thaïlande pour travailler avec un designer mondialement reconnu, et elle a fait de la marqueterie de paille, par exemple. Donc, en France, on ne fait pas de marqueterie de paille. C'est incroyable, c'est très beau à regarder, à voir, allez-y. Donc c'est aussi de s'adapter aux techniques d'un pays, et c'est ce qui est très riche finalement, et ça permet une autonomie complète en fait, parce que le but c'est de rendre autonomes nos jeunes qui partent à l'étranger et en mobilité. Est-ce que ça s'ouvre beaucoup aux jeunes filles aujourd'hui, sur certains métiers ? Sur certains métiers, oui. On est féminisé, grosso modo, à 14% à peu près, en fonction. C'est déjà pas mal, sur des métiers globale, qui étaient très masculins à l'époque. C'est ça. Et puis, il y a des métiers qui sont quasiment totalement féminisés. On parlait tout à l'heure avec Jérôme des métiers de la maroquinerie. En maroquinerie, c'est 90% de filles. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que sinon le métier existerait quasiment plus aujourd'hui. Mais de toute façon, nous, on est ouvert à ça et on souhaite développer la féminisation de nos métiers, y compris en maçonnerie, en couverture. Enfin, il y a besoin de ça. Est-ce qu'il y a des métiers en extinction, si je puis dire ? Alors en extinction, je dirais peut-être pas jusque là, mais peut-être qu'ils vont avoir quelques difficultés dans les années à venir. Oui, si on tire pas. Il faut qu'on continue à être capable de faire de la promotion dans nos métiers, d'être accompagné dans ce qu'on appelle la promotion, et on a besoin de pas rester tout seul à ce niveau-là, parce que quand on communique nous-mêmes, des fois avec nos moyens, c'est des fois limité, et il faut qu'on soit capable de continuer à communiquer sur des métiers qui en ont besoin. Alors, rêvons un instant, est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il serait possible qu'il y ait une école compagnon du devoir à l'étranger, dans un autre pays que celui de la France ? Nous, on est ouvert à ça. Alors, on a des associations, sœurs, partenaires, créées par des compagnons locaux. On a par exemple une association en Belgique, une association en Suisse, au Canada. On a des choses qui se développent avec la présence de nos compagnons dans certains pays. Maintenant, il ne s'agit pas de copier des modèles, bêtement. Je pense qu'on est ouvert à des choix différents, sachant qu'il faut qu'on puisse le faire de manière souple. Il ne s'agit pas aujourd'hui de construire, comme on l'a en France, le modèle français, avec des maisons, des ateliers en dur, etc. Il faut des modèles assez souples qui permettent un accueil simple, de manière à ce qu'il y ait une immersion complète dans le pays. Sinon, j'en vois pas l'intérêt. Merci beaucoup, Patrick Chemin, d'avoir été avec nous, secrétaire général des Compagnons du Devoir. C'est pareil, j'incite toujours à aller voir sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet, parce qu'à découvrir forcément des métiers et des expertises qui peuvent vous donner envie. Et dans un instant, certains ont envie de changer d'air. On vous propose Paris, je te quitte. Voilà, c'est officiel. Ça existe depuis 2017. Quitter l'Île-de-France pour des régions plus vertes. On en parle dans quelques instants avec Kelly Simon, qui est avec nous, qui est la cofondatrice. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Jérôme Laverny, les vraies voix de l'emploi, avec chaque semaine des profils, des personnalités, des entreprises, des propositions, plein de choses qui vous permettent de prendre des notes et de réfléchir, non pas parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas de travail, mais aussi parce que vous avez envie parfois de reconversion et que vous avez envie de changer d'air. Jérôme Laverny. On avait vu la semaine dernière que tous les chemins ne mènent plus à Rome, mais à Bourganeuf-en-Creuse. L'idée, c'est de savoir maintenant comment procéder et découvrir l'accompagnement qui est prodigué par ce dispositif, cette entreprise qui s'appelle aujourd'hui Paris Je te quitte, mais qui lance aujourd'hui, qui amplifie le dispositif à d'autres grandes villes, d'autres grandes zones urbaines, en lançant cette plateforme qui s'appelle Top Départ. Paris Je te quitte. Kelly Simon est avec nous, cofondatrice. Alors au moins c'est clair. Paris Je te quitte, c'est réglé. D'où vous vient l'idée ? Alors c'est 2017, je le disais tout à l'heure, mais d'où vous vient cette idée ? Est-ce que finalement il y a eu un raz-de-marée en 2017, ou c'est vous qui avez décidé de dire finalement peut-être que d'autres pensent comme moi ? Alors c'était effectivement un constat plutôt personnel de mon associé et moi-même, que finalement il y a beaucoup de personnes qui habitent à Paris, en Île-de-France, mais qui ont des envies d'ailleurs.
et qu'entre le passage à l'acte et la concrétisation du projet, il y a vraiment un gap. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des freins à cette mobilité, comme par exemple savoir dans quelle ville, quel territoire on va partir. Est-ce que dans cette future ville, il va y avoir de l'emploi? Est-ce que je vais pouvoir concrétiser mon projet professionnel? Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, finalement, créons un site web, une plateforme pour aider tous ces franciliens qui ont ces envies d'ailleurs à accélérer leur projet de mobilité. Et c'est-à-dire que vous leur proposez quoi, pardon, Philippe? Allez-y, je vous en prie. Vous leur proposez quoi? Peut-être savoir s'il y a une école, par exemple, et c'est quoi en fait ce site? Alors, faut savoir que la première volonté des franciliens qui veulent quitter l'Île-de-France, c'est de gagner en qualité de vie. Donc, le premier outil qu'on va leur proposer, c'est de découvrir les territoires français et ce qu'ils ont à offrir en termes d'atouts, qualité de vie, cadre de vie, loisirs, culture, nature, etc., pour qu'ils puissent s'y projeter et choisir leur futur lieu de vie. Et ensuite, on a pas mal d'éléments sur plutôt les opportunités professionnelles pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent choisir un territoire dans lequel ils vont pouvoir bien sûr travailler. Jérôme Lavergne. Pour illustrer la pertinence de cet accompagnement prodigué par Paris Je Te Quitte et aujourd'hui Top Départ, je discutais tout à l'heure avec un directeur d'hôtel dans les Pyrénées. D'ailleurs, je salue Francis Pontus du domaine Pyrénées et qui me disait aujourd'hui, en fait, pour recruter y compris un saisonnier, ce n'est pas tant les conditions de travail, le salaire, mais c'est aussi un contexte plus global qu'il va falloir exposer à un futur candidat, non pas par caprice, mais simplement parce que c'est une préoccupation du temps présent. Kelly, Simon, qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout? Les villes moyennes ou carrément la campagne, les villages de 10, 20, 50 habitants? Alors, on a pu voir une évolution justement dans les envies de départ depuis qu'on travaille sur ce projet Paris Je Te Quitte et maintenant Top Départ. C'est vrai qu'il y a 5, 6, 7 ans, on était plus sur des personnes qui voulaient quitter Paris pour d'autres grandes métropoles, notamment parce qu'on pensait que c'était aussi là où il y avait l'emploi. Et puis, notamment depuis la crise sanitaire, les confinements, nous, ce qu'on observe, c'est que les choix de territoire sont plutôt vers des villes moyennes ou petites villes. Donc, on a à peu près 70% de notre audience qui recherche plutôt des territoires de moins de 100 000 habitants. Et aujourd'hui, vous avez des retours d'expérience, j'imagine? Oui. Oui. Du coup, on interviewe, on fait des portraits d'anciens franciliens qui se sont installés sur les territoires. Et le résultat est sans appel. Il y en a quasiment aucun qui ont envie de retourner à Paris, en Île-de-France. Mais ils ont changé de métier, peut-être, ou ils ont trouvé sur place? Ou ils sont passés au télétravail, comme beaucoup qui peuvent le faire depuis le Covid, depuis bientôt 4 ans. Alors, il y a un peu tous les cas de figure. On va dire que la majorité souhaite retrouver un emploi salarié plutôt similaire à ce qu'ils avaient à Paris ou en Île-de-France. Mais on se rend compte qu'ils sont quand même à peu près 40% à pouvoir se reconvertir, en tout cas à changer de secteur d'activité si ça peut répondre aux besoins du territoire pour pouvoir justement changer de vie. Et puis après, il y en a qui en profitent pour totalement se reconvertir, monter leur entreprise, reprendre des commerces. C'est aussi l'opportunité finalement d'un nouveau départ et de changer complètement de vie. Et en plus, ça a un impact environnemental positif. Oui, on l'avait déjà mesuré dans l'émission la semaine dernière consacrée à l'emploi en zone rurale, mais cet accompagnement est d'autant plus précieux que les régions ne se parlent pas entre elles, les départements ne se parlent pas entre eux et n'ont pas pour pratique de faire cette communication qui va permettre à un candidat de migrer vers un autre département. On se garde bien le précaré des demandeurs d'emploi, par exemple, s'agissant de l'emploi sur un département, et de la même façon des opportunités au sein d'une entreprise. Il y a très peu, par exemple, ne serait-ce que de job boards, de sites internet, pour le dire de façon plus correcte, d'offres d'emploi qui sont interrégionaux. Et donc c'est très très précieux qu'il y ait ce guidage opéré par Paris Je Te Quitte. Est-ce qu'il y a des partenariats, j'imagine, en local que vous avez mis en place? Parce qu'en plus, grâce à ce site, cette plateforme, vous faites la promotion de la France, des territoires. Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille avec les territoires, les acteurs des territoires, donc les collectivités territoriales, les agences d'attractivité, qui ont justement ce besoin de travailler leur notoriété, de se faire connaître, de valoriser leurs atouts, parce qu'ils ont besoin d'attirer des nouveaux habitants, des nouveaux actifs, des nouveaux talents pour les entreprises justement locales. Et est-ce qu'il y en a certains, par exemple, originaires de Paris intramuros, qui disent je vais rester en Île-de-France mais plus à la campagne, comme par exemple Fontainebleau ou Rambouillet,
ville chère, hein, Cécile de Ménibus. Oui, absolument. Ah oui, bien sûr, ça existe. Après, nous, c'est pas notre cœur de métier avec Paris Je Te Quitte. On est vraiment sur des éloignements. Il faut sortir de l'Île-de-France, quoi. Oui, un peu plus loin. Et donc, il n'y a pas de Paris Je Reviens. Ça, c'est. Non, il n'y a pas de Paris Je Reviens. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez déployer aussi sur l'international, de dire qu'on pousse un peu les murs, peut-être? Oui, tout à fait. On a plein d'idées pour le futur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on couvre pas encore la France entière, et on considère qu'il y a encore beaucoup de territoires qui sont méconnus. Et lesquels, par exemple, aujourd'hui? On travaille avec pas mal de départements. On travaille avec le Loir-et-Cher, l'Ariège, le Cantal, le Lot. Enfin, tous ces départements qui ont des opportunités et qui ont des atouts en termes de cadre de vie, qualité de vie, qui correspondent finalement à ce que recherchent les personnes qui veulent quitter les grandes villes. Et on les connaît pas forcément. On connaît pas forcément leurs opportunités d'emploi non plus. Et nous, pour l'instant, notre mission principale, c'est déjà de réussir à faire connaître la France et les territoires français avant de s'exporter à l'international. Je comprends, mais c'est une super application, ça, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, cet accompagnement n'est pas fait de région en région. Il est précieux aussi s'agissant de l'emploi. On l'a vu la semaine dernière, parce que lorsque quelqu'un obtient un emploi dans une autre région, il faut s'enquérir du sort du conjoint parfois, et c'est pas simple. Et c'est une réticence dans un certain nombre de postes. Je pense notamment au poste cadre. Alors, je ne sais pas si les entreprises s'appuient sur vous aussi pour travailler, peut-être? Les entreprises, effectivement, on travaille avec elles, ce qu'on appelle la marque employeur territoriale. Donc, on met en avant les entreprises, mais dans un cadre de vie particulier. Et ensuite, les territoires sont aussi là pour relayer les besoins des entreprises et ont, eux, des dispositifs qui sont très intéressants pour des nouveaux arrivants, et notamment pour l'accompagnement du conjoint, comme vous disiez, Jérôme. Merci beaucoup, Kelly Simon, d'avoir été avec nous, cofondatrice de Paris Je Te Quitte. Merci beaucoup, Patrick Chemin, secrétaire général des Compagnons du Devoir, et merci beaucoup, Antoine Ridan, DRH France Colas Rail, pardon. Et puis vous remercierez aussi notre petit expatrié qui était avec nous il y a quelques instants. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. On se retrouve mardi prochain. En attendant, ce soir, on retrouve François Trio pour parler d'au cœur de la mêlée, parce que The show must go on, la Coupe du Monde continue, même si on n'y est plus. Nous, on se retrouve à 17h, mais vous, on vous retrouve tout de suite dans Sud Radio à votre service. Et on se retrouve demain. Merci à notre équipe adorée. Et demain 17h, passez une très belle soirée.